Je voulais vous féliciter parce que c'était un beau match. 1-0, c'est pas mal tout de même. Le Maroc est très bien positionné. Et puis deuxièmement, je voulais vous remercier parce que le Maroc m'est très cher. Je suis extrêmement heureux et c'est alors un plaisir total de partager avec ceux qui sont là. Peut-être que d'autres écouteront tout de même. Il y a sur YouTube un peu ce topo lors de la journée maladie rare de la PHP. Et si vous faites Polac YouTube, vous tomberez sur ce topo en 12 minutes, 25 ans de travail. Parce que c'est ça que je vais vous montrer en 20 minutes, moins de 20 minutes, 25 ans de travail. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, dans la cuisine. Ça va être un topo assez preuve de concept, mais je vais tout de même vous montrer des données et tout un chemin personnel et avec mon équipe et avec d'autres équipes aussi de ces 25 dernières années. Donc j'ai des liens d'intérêt puisqu'on a développé un médicament dont je vais vous parler tout à l'heure, une suspension de gliburide ou de glibenclamide, médicament extrêmement hydrophobe, mais qu'on a réussi à mettre en suspension et qui a ouvert un champ thérapeutique qui était jusqu'alors fermé, notamment pour les grands prématurés. Alors, vous n'êtes pas tous diabétologues, et d'ailleurs, je remarque qu'il faudrait rajouter ici endocrinologie, parce que nous n'existons pas. Donc, je vais essayer de faire exister l'endocrinologie. Agnès Linglard a, avec grande élégance, commencé à la faire exister. Et donc, pour les non-diabétologues d'enfants, préciser un peu de ce dont on va parler. Vous savez qu'évidemment, le plus grand nombre d'enfants ayant un diabète, c'est le diabète de type 1, on y reviendra avec l'acidocétose, et la sensibilité à l'insuline est plutôt correcte, un peu moins au moment de la puberté, mais c'est surtout la sécrétion qui ne marche pas. Puis il y a le type 2, y compris pédiatrique, où la sécrétion d'insuline flanche, mais c'est surtout la sensibilité à l'insuline qui flanche. Et puis au milieu de tout ça, il y a des diabètes dits monogéniques, où majoritairement, on va dire que c'est la sécrétion d'insuline qui flanche, alors que la sensibilité à l'insuline est correcte. Alors c'est important parce que ce diabète monogénique, il faut un peu que je définisse pour vous qui êtes moins habitués que moi, ce dont on va parler. Et quand on regarde les diabètes monogéniques, il y a d'un côté des formes auto-immunes, j'en parlerai pas, c'est tout au bout là, très précoces, mais elles existent. Il y a des défauts de sensibilité à l'insuline, et j'en parlerai pas non plus. Et moi, je vais me situer un peu au milieu, soit parce qu'il y a un défaut primaire de la sécrétion, et du coup, il y a plutôt un BMI, un index de masse corporelle qui est pas mal, il y a une sécrétion d'insuline qui est plutôt faible, parfois il y a de la consanguinité, parfois il y a une histoire familiale de diabète, c'est souvent des très jeunes, y compris, on y reviendra largement, ce qu'on appelle le diabète néonatal, même s'il n'est pas stricto sensu néonatal, et je parle devant un parterre de néonatologistes, donc je prendrai la critique et je pourrais expliquer pourquoi les Anglais ont gagné sur ce terme, alors que moi je voulais un autre terme, mais je n'ai pas eu voix au chapitre. Et puis, il y a des formes syndromiques avec un peu les mêmes caractéristiques, sauf qu'il y a souvent des troubles neuropsychologiques associés. Et ça, c'est intéressant parce que notre travail nous a montré que si on étudie finement ceux qu'on croit être purement diabète monogénique, très souvent, on fait de la neuroendocrinologie et on rajoute des signes et de la neuropsychologie qui va avec le défaut de la cellule bêta et qui est en fait un défaut associé au défaut de la cellule bêta au niveau du neurone et de l'électricité du neurone. Donc, la frontière entre défaut unique et seulement de la cellule bêta avec une forme syndromique, elle est très fine, et plus on étudie les enfants, plus on étudie les nouveau-nés, plus on s'aperçoit qu'en fait, on est dans des formes syndromiques avec une atteinte syndromique plus ou moins importante. Ça, je pense que c'est un concept très important qu'on a réussi à développer dans les 20 dernières années. Donc, si on regarde plus en détail, de qui je parle de très jeunes enfants. Vous voyez ici, là aussi, il y a une bagarre entre l'empire colonial anglais et l'empire colonial français. Donc, eux, ils voulaient absolument 6 mois. Nous, on a montré que jusqu'à 12 mois, on pouvait trouver ces formes monogéniques de diabète. Et les Italiens nous ont un peu mis d'accord en disant, nous, à partir de 9 mois, on va émerger le diabète de type 1, mais avant 9 mois de vie, on est beaucoup dans le monogénique. Et en fait, on est beaucoup dans le monogénique parce que jusqu'à 85% des cas sont élucidés sur le plan moléculaire chez ces très jeunes enfants. Mais il faut penser que ce monogénique, on peut le voir aussi, et c'est ce qui s'appelait avant Maturity Onset Diabetes in the Youth, le diabète de la maturité apparaissant dans l'enfance, terme qu'on n'emploie plus beaucoup parce qu'en passant, on passe par la définition de l'anomalie génétique, et on peut le voir tout au cours de la vie.
On a trouvé, nous, après nos découvertes de formes rares de diabète, on a trouvé des adultes qui pensaient avoir un diabète de type 2 et qui étaient en fait monogéniques. C'est pour ça qu'il y a ce triangle. Évidemment, c'est moins fréquent chez l'adulte, très fréquent chez les très jeunes enfants, mais il ne faut jamais exclure, notamment à la puberté, quand on voit un cas de diabète, mais à quels que soient les âges, que ça puisse être un diabète monogénique. Alors si on avance, on a vécu très longtemps sur l'idée que c'était extrêmement rare. Le diabète néonatal, c'est 1 sur 100 000 naissances. À Oman, 1 sur 45 000. Donc vraiment, ça veut dire en France, actuellement, il y a 686 000 naissances par an, ça veut dire 6-7 cas par an. Mais quand on regarde en détail et qu'on regarde les enfants et qu'on suit l'analyse de celui qui a été un compétiteur sur le plan génétique et un partenaire sur le plan thérapeutique, cela arrive, Andrew Attersley, on s'aperçoit que lui, il a estimé à partir de ses travaux en Angleterre qu'à peu près 23% des enfants avaient été identifiés, mais que 77% restaient non diagnostiqués. Et si j'applique à la France, et à l'époque j'avais fait le calcul sur 68 millions de Français, en fait on est apparemment 69 millions dans le dernier recensement, si je considère qu'il y a 30 000 enfants maintenant avec diabète de type 1, je rappelle qu'ils étaient 15 000 il y a 20 ans, hein, donc ça augmente considérablement, eh bien tout de même, on estime avec les chiffres anglais appliqués à la France, ce qui est peut-être pas tout à fait rigoureux, mais enfin, qu'il y aurait 5000 enfants avec diabète monogénique. Donc un nombre assez considérable et beaucoup plus que ce qu'on pensait dans le passé et beaucoup plus que ce qu'on a écrit dans les guidelines de l'ISPAD en 2022, où on considérait qu'il y avait 2,5 à 6,5% des enfants avec diabète sucré qui avaient un diabète monogénique. Alors il faut qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Et je vous présente une cellule à insuline. Après le repas, c'est tout de même le bon moment, parce que là, vous êtes en pleine sécrétion d'insuline. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre cellule à insuline? Elle a transformé un flux métabolique, les délicieuses choses que nous avons mangées et les délicieux plats marocains, en un flux de glucose qui s'est transformé en un flux métabolique et dans le cycle dans la mitochondrie en ATP, signe de réplétion de la cellule sur le plan énergétique, et donc avec un rapport ATP sur ADP qui est élevé, et ce signal métabolique a été transformé en signal électrique par des canaux que je vous demande de retenir, un canal pore potassique, KIR6.2, codé par le gène KCNJ11, un exon, régulé par la sous-unité SUR1, codé par ABCC8, 38 exons, donc beaucoup plus gros gène. Et ça régule l'électricité, la dépolarisation membranaire. Et cette dépolarisation, quand il y a une réplétion métabolique, elle entraîne un influx de calcium intracellulaire et une sortie d'insuline. Donc il y a une sécrétion d'insuline qui est liée à la capacité de dépolarisation de la membrane. Évidemment, il y a de nombreuses formes monogéniques et tous ces facteurs, qu'ils soient des facteurs de transcription, qu'ils soient des facteurs impliqués dans le trafficking des protéines au niveau du réticulum et du Golgi, sont maintenant des facteurs qui, lorsqu'ils sont mutés, protéines qui, lorsqu'elles sont mutées, peuvent entraîner des formes de diabète monogénique. Mais retenez surtout, cela, ça va nous servir plus tard. Alors évidemment, dans cette histoire, la génétique est complètement clé. On peut analyser maintenant avec des panels de gènes, voire passer directement en exome, l'enfant qui est atteint de ce diabète, qui n'est pas un diabète de type 1, on va dire un diabète bizarre. Après tout, on n'a qu'à les appeler des diabètes bizarres. Et évidemment, on peut le faire avec l'exome, on peut le faire avec des panels de gènes. Et nous, quelque part, on a encore gardé une stratégie où il y a des gènes d'urgence, c'est-à-dire des gènes actionnables. Gènes actionnables, ça veut dire des gènes dont la découverte de la mutation va permettre des thérapeutiques radicalement différentes que l'insuline. Et donc, on a aussi gardé dans l'urgence la capacité à analyser ces gènes KCNJ11, encore une fois, qui codent la protéine qui va permettre le flux potassique, l'extrusion de potassium, et ABCC8 sur 1, qui va être d'ailleurs le ligand d'un médicament, on va le revoir, et qui lui contrôle l'ouverture du canal potassique et donc permet là aussi de réguler la dépolarisation membranaire. Alors on va se focaliser un petit peu sur les diabètes extrêmement précoces. Vous voyez, c'est des diabètes en fait qui sont diagnostiqués dans les premiers mois de vie. Pour nous ici, dans ce papier qu'on a publié en 2013, c'était plus d'une centaine de cas, et qui apparaissaient dans la première année de vie, mais qui n'avaient pas d'anomalie de développement du pancréas. C'était vraiment des anomalies de la fonction. Et on a trouvé dans 74 cas des anomalies du canal potassique, hyperpolarisation de la membrane, les cellules sont existantes, mais elles ne sortent pas d'insuline, anomalie du chromosome 6, peu importe les sous-types,
40 cas, et puis anomalie du gène de l'insuline. Donc l'insuline entraîne un stress de la cellule, parce que la mutation est là sur le gène de l'insuline, donc sur la protéine insuline. Stress de la cellule bêta, pas de sécrétion d'insuline. Et on a vu tout de suite que dans les canaux potassiques, il y avait des anomalies neurologiques, du retard mental, parfois, et pas ici dans cette série, de l'épilepsie, et toujours, ou presque toujours, de la dyspraxie. Une manière de savoir si un enfant est dyspraxique, c'est très simple. Vous lui demandez de dessiner une boîte d'allumettes en 3 dimensions, il voit à plat, il a une dyspraxie. Et ça, c'était associé au diabète. Alors que, dans les anomalies du chromosome 6, on voyait plutôt des malformations. Donc ça nous a tout de suite intéressés, et c'est parce qu'on était beaucoup à réunir des cas, les gens nous ont fait confiance, qu'on a pu faire ce travail. Alors, le premier travail qu'on a fait, c'est de se dire, puisqu'il y a des mutations dans ce canal, et ces mutations, on les a, nous, pas découvertes pour KIR6.2, mais on les a découvertes pour SUR1, la protéine régulatrice. Il y a un médicament très connu en diabétologie d'adultes, les sulfamides hypoglycémiants, qui peuvent lier cette molécule. Essayons-la chez les enfants. Donc, à l'époque, on écrasait les comprimés, on les reprenait dans de l'eau, ça faisait un peu des cristaux, c'était irrégulier comme cinétique. Mais on a pu, il y a 20 ans, en fait, les 20 ans, publier 2 articles, donc vraiment cruciaux, dans le New England Journal, disant, quand on donne des sulfamides hypoglycémiants, ça lie SUR1, et c'est comme ça que ça avait été cloné, c'est-à-dire le récepteur au sulfonurée, ça ferme le canal, ça dépolarise la membrane, ça permet l'entrée de calcium, ça permet l'effet incrétine, c'est-à-dire on sécrète plus d'insuline quand on mange péros que quand on vous infuse du glucose, et il y a de la sortie d'insuline, et l'équilibre métabolique est absolument remarquable. Et on a vérifié ça sur une grande méta-analyse qu'on a publiée en 2020, plus de 500 et quelques cas, et c'était valable, que ça soit le canal potassique ou la succinylté régulatrice, à peu près 84 à 88% des mutations étaient capables d'être transférées d'insuline, d'injection d'insuline, à des comprimés écrasés qu'on donnait par voie orale au bébé. Et ça marchait. Et ça marchait non seulement en aigu, mais ça marchait au très long cours, parce que là, on s'est mis avec nos amis italiens, anglais et finlandais, norvégiens, je veux dire, et on a vu que au cours du temps, l'équilibre métabolique restait là. Ceux qui ont dû reprendre l'insuline, de toute manière, ne se l'injectaient pas avec un mauvais équilibre métabolique. Donc, il n'y a pas d'épuisement de l'effet. On a vu que dans une approche de médecine personnalisée, unique, persistante, on pouvait, avec une petite dose de sulfamide hypoglycémiant, maintenir un excellent équilibre thérapeutique. Vous voyez ici une hémoglobine glyquée de 6 et quelques %. Non diabétique, c'est 5 jusqu'à 5,9 dans notre essai. 6%, c'est quelqu'un qui a un diabète, mais qui ne développera normalement jamais de complications liées à l'hyperglycémie de son diabète. Donc, un équilibre métabolique tout à fait étonnant. Mais tout de suite, ce qu'on a vu, c'est qu'on améliorait la neuropsychologie. Et je vous montre nos travaux sur un groupe d'enfants. Ici, je vous montre les plus jeunes. Ici, quand c'est au mois 1 à 1 an, et vous voyez que c'est en jaune, c'est quand ça s'améliore. Quand en orange, c'est que c'est altéré. En blanc, c'est que c'est normal. Donc ici, par exemple, cet enfant, il avait des altérations du tonus. 1 an plus tard, il n'en avait plus. Ici, il avait des altérations de l'attention, il avait des altérations de la motricité fine, et ceci pouvait partiellement se corriger. Certains corrigeaient remarquablement les lésions neurologiques. Autrement dit, on est passé d'un médicament qu'on croyait être un médicament uniquement insulinosécréteur à un médicament qui améliore la neuropsychologie des enfants, et je peux dévoiler tout de suite, qui est neuroprotecteur. Nous avons plein d'évidences, y compris sur de la neurorétine, le travail fait par Marianne Berdugo, qui est assise ici, dans un laboratoire d'ophtalmologie. Alors, on s'est dit, c'est embêtant parce que c'est tout de même pas une maladie fréquente, il va falloir faire des méthodologies qui nous permettent de confirmer ça. Et c'est ce qu'on a fait en faisant une très large revue systématique de la littérature, une méta-analyse, grâce à une fellow, enfin un médecin brésilien, un médecin italien, et on a pu démontrer dans cette méta-analyse qu'en fait, on améliorait, on avait 114 données, par exemple ici, 114 papiers avec 27 enfants sur lesquels on pouvait avoir une bonne description avant, quand ils étaient sous insuline, puis après, quand ils n'avaient plus d'insuline, et des comprimés par voie orale, des comprimés écrasés. Par exemple, aussi pour l'épilepsie, on avait des données avec des EEG sur 9 ou 10 enfants. L'hypotonie, vous voyez, on avait donc réussi à avoir des données avant et après transfert de l'insuline au traitement oral et arrêt de l'insuline. Et en fait, globalement, on améliore la neurologie globale, on améliore chez les très jeunes, on améliore l'épilepsie, on améliore l'hypotonie, on améliore les fonctions motrices. Et alors, ceci a été confirmé de 2 manières. D'abord par cet extraordinaire article
sur un enfant. J'adore ce papier. Ici, vous avez un enfant qui est atteint d'une mutation très sévère, parce que le type de mutation entraîne la sévérité de la maladie. Cette mutation, on n'a jamais pu, quand on traite les enfants, les ramener à un développement neuropsychologique normal. Par exemple, ici, 2 cas, voilà comment il dessine à 20 ans ou 21 ans le bonhomme. Vous voyez, c'est extrêmement... c'est n'importe quoi, c'est ce que dessinent vers 3 ans les enfants, alors qu'un cas, traité in utero, passage transplacentaire du médicament, effet neuropsychologique bénéfique, celui-là, il dessine le bonhomme comme un enfant de 6 ans quand il en a 9, mais surtout, il va dans le système scolaire normal. Totalement inespéré si on a cette mutation V59M dans le gène KCNJ11. Et il y a des preuves expérimentales où on prend les cellules de l'enfant, on les transforme en organoïdes, c'est-à-dire en un organe qui représente le cortex cérébral et qui peut s'auto-renouveler. On introduit la mutation, le cortex se développe mal, on donne des sulfamides hypoglycémiants et le cortex se développe bien. Donc, il y a des preuves sur quelques enfants, il y a des preuves dans la méta-analyse, il y a des preuves in vitro sur des organoïdes de cortex, et il y a une série de preuves que je ne vous présente pas, mais que vous pouvez discuter ensuite, si vous le souhaitez, avec Marianne, qui fait de la recherche en ophtalmologie, qui est vétérinaire de formation, et qui a accumulé les preuves sur le côté neuroprotecteur de ce médicament. Alors, on ne s'est pas contenté d'utiliser des sulfamides hypoglycémiants en les écrasant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une suspension, et qu'on l'a testée chez les enfants, que cette suspension s'est révélée tout à fait acceptable. Elle s'appelle maintenant Amglidia. Amglidia, c'est une suspension de gliburide ou de glimaclamide. Gliburide, c'est le nom américain, glimaclamide, c'est le nom français. Et on a pu ainsi ouvrir des traitements. D'abord, on a eu l'AMM, et on a été jusqu'à l'AMM en Europe pour ce médicament dans le diabète néonatal. Donc c'est devenu le traitement premier non seulement parce qu'il traite la partie métabolique, mais aussi la partie neuropsychologique. Et en ayant cette suspension dont l'osmolalité a été pensée dès le début pour être adaptée aux prématurés, on a pu, avec Elsa Kermorvan, qui est professeure de néonatologie à Necker, on a pu avec Delphine Mitanchez, que vous connaissez ici bien mieux, qui est à Tours, on a pu avec les gens de Port-Royal, dont Juliana, traiter des prématurés hyperglycémiques. Et je vous présente juste une première mondiale, c'est-à-dire que dans cet essai, Gallo, 35 prématurés ont été traités. Le succès, c'est 30 répondeurs sur 35. Et ceux qui font de la prématurologie vont apprécier, et Juliana, si tu veux donner des détails, tu es more than welcome, évidemment, on met le médicament, on le dilue dans le lait maternel, dans le lait de mère, et on l'administre par la sonde au lieu de mettre des perfusions d'insuline. Donc, changement complet de paradigme. Et en fait, tout ce qu'on a discuté ce matin, si on regarde d'un peu de loin, c'est parce qu'on veut des traitements physiologiques. Quand Juliana a discuté la fermeture du canal artériel, finalement, on est très peu physiologique avec les médicaments assez agressifs, je dirais. Ici, l'idée, c'est qu'on fait sécréter par le pancréas de l'insuline. Comme l'insuline va directement au foie, eh ben, elle a un effet métabolique majeur et elle contrôle la glycémie de ces petits prématurés, 35, encore une fois, 30 avec succès, qui sont entre 700 grammes et 1500 grammes. Et pour le moment, on l'a fait au seuil de 10 millimol, qui est le seuil accepté par la plupart des néonatologistes pour mettre en route de l'insuline. Mais il est évident que ça ouvre d'abord des aspects de neuroprotection, et je pouvais ne pas m'empêcher d'y penser quand Juliana présentait l'encéphalopathie anoxo-ischémique, et aussi des possibilités de traiter à des degrés d'hyperglycémie moindre, puisqu'on sait qu'à partir de 8 millimol, eh bien, c'est un facteur de risque quand il y a exposition de ces prématurés, notamment pour la rétinopathie du prématuré, mais pas seulement. J'ai refait une littérature exhaustive pour la mortalité, pour la morbidité de ces enfants très prématurés. Donc, on peut, grâce au diabète néonatal, 1 sur 100 000, avoir une pensée qui amène au traitement, grâce à cet outil nouveau de suspension de glimaclamide, chez le prématuré hyperglycémique. Alors, si je résume, et on m'a demandé de résumer 25 ans de travail en moins de 20 minutes, donc c'est pas facile, le diabète monogénique, c'est une maladie rare, mais peut-être pas aussi rare qu'on l'a pensé pendant des décennies. Le diabète dit néonatal, donc qui apparaît dans les 6 à 9 premiers mois de vie, voire 12 premiers mois de vie,
Il est très rare, 1 sur 45 000 à 1 sur 100 000. Mais c'est un excellent modèle pour penser la thérapeutique de l'hyperglycémie du prématuré. Et si on fait le calcul à peu près au-dessus de 10 millimoles, prématuré moins de 32 semaines, on s'aperçoit que probablement, si ça suit son chemin, on pourra traiter ainsi 15 000 prématurés en Europe et 15 000 prématurés qui ont plus de 10 millimoles chaque année aux États-Unis aussi. Évidemment, tous les cas de diabète doivent être questionnés. L'analyse génétique est absolument cruciale et le glibenclamide, le gliburide, c'est devenu un médicament pour nous neuroprotecteur. Et ça, c'est une découverte. Les gens le considéraient uniquement comme un médicament qui est insulinosécréteur et qui baisse la glycémie. Et pour terminer, je voudrais montrer, si la diapo veut bien passer, oui, et mon hôpital et mes collaborateurs, et les remercier pour tout le travail accompli. Donc ça, c'est Necker avec la tour, ici où il y a des dessins de Keith Haring, l'Américain, qui a fait une des rares œuvres de Keith Haring hors des États-Unis. Ici, c'est l'Institut des maladies génétiques Imagine. Ici, ce sont mes prédécesseurs, Raphaël Rapaport, Paul Tchernikov, avec qui je travaille toujours, et mes successeurs à venir, Jacques Beltran, diabétologue surtout, Delanjali Karyawasam, qui est, elle, endocrinologue plus, et toutes les équipes qui me font confiance au quotidien pour travailler avec moi. Merci de votre attention.